Alors, la communication, on va en parler aujourd'hui avec Romain Chouanet, qui est directeur de la communication du Conseil national des évangéliques de France. Bonjour Romain. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Alors, on va parler de communication, on va parler d'interculturalité, on va parler, Romain, aussi de tout ce que tu as vécu lors de ton séjour au Cameroun. On va parler du nouveau livre que tu as écrit, que tu as dessiné. Enfin, on va parler plein de choses. Et on se voit tout de suite. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle séquence de l'invité de Pascal et mon invité du jour est Romain Chouanet. Bonjour Romain. Bonjour Pascal, ça va? Ça va très bien, merci. Et toi? Oui, ça va. Alors Romain, tu as plusieurs casquettes. La première dont on va parler, c'est tes fonctions au sein du CNEF, le Conseil national des évangéliques de France. Peux-tu nous dire de quoi il s'agit? Alors oui, depuis début 2017, j'ai deux casquettes au CNEF, Conseil national des évangéliques de France. La première, c'est directeur de la communication pour le CNEF, et la seconde, c'est responsable de la levée de fonds, où là, c'est vraiment quelque chose de nouveau, une création de poste. Mais voilà, globalement, c'est quand même dans les grandes lignes de la communication. Alors, en tant que responsable de la communication dans une institution comme ça qui a une envergure nationale et qui a une envergure de représentation, y compris auprès des institutions politiques, comment est-ce que toi, tu vis ce rôle-là? Comment tu vis ta foi? Comment tu vis la cohérence entre ton métier et les valeurs qui t'animent? Non, c'est pas toujours facile parce qu'il y a l'image idéale des évangéliques qu'on a envie de donner, des chrétiens en accord avec l'évangile, et c'est ma compréhension, ce que moi je peux lire dans la Bible. Et puis il y a aussi la réalité de ce qui se passe et ce qui est visible, et avec parfois des points forts, des points faibles, des dérives, des qualités. Et il faut jongler un petit peu avec tout ça pour quand même donner une image qui soit réelle et en même temps qui soit assez positive. On veut vraiment que quelqu'un qui entende parler des protestants évangéliques n'ait pas peur de rentrer en contact avec un voisin qui serait évangélique ou de franchir le seuil d'une église évangélique. Donc c'est vraiment, la com veut aider dans cet aspect-là à démocratiser un petit peu l'image qu'on a des évangéliques en France. Quelles sont les relations qui existent aujourd'hui entre les évangéliques et les autres confessions chrétiennes? Alors, les évangéliques sont une partie du protestantisme, donc on fait partie de la grande famille du protestantisme. Maintenant, on a des très bonnes relations avec l'Église catholique et ses représentants à travers la Conférence des évêques de France. Il y en a un dialogue régulier. D'ailleurs, le CNEF a un groupe de conversation catholique évangélique qui a déjà produit un petit livre, d'ailleurs, qui s'appelle Évangéliser ensemble. Peut-on évangéliser ensemble? Et voilà, je vous le recommande, c'est très intéressant. On a des bons contacts aussi avec le judaïsme et le grand rabbin, et puis un petit peu moins de contacts, en tout cas institutionnels, avec les autres confessions, mais ça arrive qu'on se croise en fonction des occasions qui se présentent. Avant d'exercer ces fonctions au sein du CNEF, tu as exercé la communication, puisque c'est ton rayon, tu as exercé la communication au sein d'autres associations, d'autres organisations. Je t'avais connu aussi du temps où tu travaillais pour la Ligue pour la lecture de la Bible et pour d'autres organisations. Donc, voilà, par quel chemin tu es passé pour arriver au CNEF? Je pense qu'il y a un petit peu d'opportunisme et il y a un petit peu de... Voilà, Dieu m'a aussi emmené là où il souhaitait que j'aille. J'ai un parcours une formation d'enseignant en sciences de la vie et de la terre à la base. J'ai enseigné en collège, en lycée. Et puis Dieu m'a vraiment forcé à aller faire autre chose. Et donc, oui, hein, j'ai travaillé un an pour la Ligue pour la lecture de la Bible en tant que responsable de la communication et de la levée de fonds. Et puis, j'avais fait beaucoup de bénévolat aussi dans les séjours, dans les camps, dans les colonies avec la Ligue pour la lecture de la Bible. Et ensuite, avec ma femme qui travaillait à l'époque pour MEDER, on a cherché une opportunité, voilà, d'aller voir un petit peu ailleurs. On était jeunes mariés, et on voulait voir un peu du pays. Et on a eu cette opportunité de travailler pour Wycliffe au Cameroun. Donc Wycliffe, c'est une organisation qui travaille dans la traduction de la Bible. Mmh. Ensuite, on a fait une année pour Wycliffe France. Et puis cette opportunité pour le CNEF s'est présentée. Et c'est vraiment un poste dans lequel je m'épanouis pleinement en ce moment, et ça me passionne. Alors, on s'était rencontrés effectivement aussi du temps où tu travaillais pour la Wycliffe Mm. sur la traduction de la Bible. Euh, Après ça, tu es parti aussi à l'étranger, au Cameroun. Tu as travaillé comme ça pour diverses entités. Est-ce qu'il y a des différences fondamentales lorsqu'on travaille pour des entités en France ou au Cameroun ou à l'étranger en général?
Je pense qu'il n'y a pas forcément de différence dans la motivation, la mission, les convictions qui sont derrière, et on se retrouve vite entre frères et sœurs à travailler pour une vision commune entre chrétiens, et ça, c'est passionnant. Après, la différence, elle peut venir soit de la taille de l'organisation, et en France, voilà, Weekly France, c'est une petite structure. Il y avait voilà, quelques salariés, ça se compte sur les doigts d'une main. Alors qu'au Cameroun, c'est une organisation assez grande avec plus d'une trentaine de salariés, tous camerounais d'ailleurs. C'est vraiment une organisation très locale. Et donc ça fait une différence aussi. Et d'un point de vue culturel, on se heurte à ouais, parfois des petits quiproquos ou des. Voilà, nous, on avait une manière très occidentale de faire de la communication qui n'est pas forcément réalisable là-bas. Un exemple que j'ai en tête, en France, on se dit, si on veut faire une information à des donateurs ou une lettre de nouvelles ou un rapport d'activité, on l'imprime, on l'envoie sur papier et tous ceux qui veulent le recevoir le reçoivent. Et en fait, au Cameroun, il n'y a pas cette notion d'adresse postale. Les gens n'ont pas une adresse postale, ils n'ont pas une boîte aux lettres, on ne peut pas leur envoyer quelque chose. Donc, pour communiquer un support papier à toutes les personnes, tous les membres de l'association ou tous les donateurs, on passe par des relais dans les églises locales. Et ces relais, le dimanche matin, vont aller trouver les familles et leur dire, tiens, on a reçu ceci de l'association pour toi. Et donc, pour nous, c'était déstabilisant de dire, mais comment est-ce que, voilà, de main à main, ça va s'éparpiller un petit peu dans le pays, on va rien contrôler du tout. Et en fait, on se rend compte que ça fonctionne. Chacun a reçu le rapport d'activité de l'association parce qu'il est membre, mais c'est pas passé par la poste. Donc, des fois, voilà, on était un petit peu surpris. Et puis, ça nous a un petit peu remis à notre place. Je dis nous parce qu'on était avec ma femme tous les deux à travailler pour la communication de Wycliffe au Cameroun. Mais ça nous a donné aussi un petit peu d'humilité de dire, même si on prétend parfois venir avec une certaine expertise, de toute manière, elle est à remettre en question dans la culture locale, dans les habitudes sur place. Et c'était intéressant de s'en rendre compte. Alors justement, ces questions de culture, on sait que c'est presque toujours par là que le bas blesse, en fait, les questions de culture. Comment est-ce qu'on arrive à faire matcher une mentalité française, puisque tu as grandi en France, lorsque on est comme ça parachuté à l'extérieur dans une toute autre culture? Comment ça se vit? Je dis pas qu'on l'avait, mais je reviens sur cette notion. Je pense qu'il faut beaucoup d'humilité. Il faut accepter que ça va prendre du temps et il faut aussi avoir ouais, être capable de se dire, on vient peut-être avec des conseils, on vient peut-être avec une expérience, mais pas une expertise. Et localement, notre expérience et nos conseils vont être à recroiser avec des gens sur place, avec des connaisseurs de la culture, de la capitale Yaoundé au Cameroun, de la communication dans ces environnements-là. Et c'est en travaillant en équipe avec des personnes qui sont capables de peut-être colorer notre expérience avec une expertise locale qu'on va réussir à trouver des choses qui répondent et qui sont efficaces dans le pays. À quel moment est-ce que vos différences culturelles ont été plutôt une passerelle qu'une barrière, qu'un mur? Je pense qu'il y a quand même dans le fonctionnement de certaines institutions au Cameroun l'envie de fonctionner aussi efficacement que ce qu'on peut voir dans des pays occidentaux. Donc parfois, il y a même dans les structures une envie de ressembler à un fonctionnement à l'occidental. Et même s'il n'est pas le plus efficace, il y a cette volonté-là de se dire on veut essayer d'aller vers là. Et dans ce cadre-là, on était les bienvenus parce qu'on apportait voilà, une expérience d'une communication à l'occidental, si on peut dire. Et c'est ce que l'association voulait, en tout cas, maîtriser tout en l'adaptant culturellement. Donc, je pense que c'était vraiment dans le dialogue de dire, mais comment vous auriez fait? Et ensuite, en réponse, on avait des, bah non, ça va pas fonctionner, ou ça, c'est une bonne idée, mais il faut l'adapter. Et ensemble, on essayait de l'adapter pour avoir quelque chose d'efficace au Cameroun. Combien de temps vous êtes resté là-bas avec ton épouse? On est resté 1 an. Qu'est-ce qui vous a ramené en France? Euh, quelques péripéties, un accident déjà, je me suis fracturé le poignet et puis voilà, sur place, on est arrivé un petit peu aux limites du système de santé sur place et on a décidé de me rapatrier. Et puis ma femme était enceinte de notre premier enfant et on s'est dit, voilà, on voulait se rapprocher un petit peu de nos familles et on avait déjà voilà, on avait vécu des choses assez fortes durant cette année-là et on n'a pas souhaité prolonger cette expérience, mais on était parti pour faire 1 an et quelque part, on n'avait pas envie de rester à long terme. Là encore, je pense qu'on n'est pas, on arrivait en tant qu'occidental, mais on n'était pas les mieux placés pour faire la communication d'une structure camerounaise au Cameroun. On est venu apporter une certaine expérience et un petit peu des conseils ou un recul. Et ensuite, on a encouragé l'association à recruter quelqu'un, qu'on a essayé de former, donc une personne camerounaise pour prendre la suite des missions qu'on avait. Et donc, on estimait avoir joué un petit peu notre rôle et que c'était suffisant
et on était content de revenir après cette belle année au Cameroun. Alors, tu parles de tes péripéties, ta fracture et d'un certain nombre de choses. De tout ça, tu as voulu l'articuler avec quelque chose qui vibre en toi depuis longtemps. Tu as une fibre artistique qui vibre en toi, puisque en plus de faire ce que tu fais dans la communication, tu es aussi dessinateur, euh, et en particulier sur la bande dessinée. Alors, tu as sorti dernièrement un livre qui raconte tes aventures au Cameroun. Alors, de quoi s'agit-il? Si tu devais le présenter là, de quoi s'agit-il? Bon, on a vraiment vécu cette année au Cameroun comme une aventure et en tout bon aventurier, je suis parti avec mon petit calepin de Moleskine et un beau stylo et j'ai commencé à noter. Et voilà, dès le vol d'avion pour arriver au Cameroun en pleine nuit, j'ai pris des notes. Et puis petit à petit, ces notes-là, ce qui était d'abord un récit assez intime, c'est devenu des petites notes ouais, de quiproquos, de surprises, d'échanges que j'avais eus qui m'avaient un petit peu fait sourire ou interpeller, des petites anecdotes en fait que j'ai commencé à noter. Et puis au milieu du séjour au Cameroun, je me suis dit, j'ai repris un petit peu voilà, le pinceau, l'encre de Chine et j'ai essayé de mettre en personnage et en bande dessinée, en petit gag d'une page, ces anecdotes-là. Et puis, ça m'a vraiment passionné. Et tous les soirs, après le boulot, je dessinais 2, 3, 4 planches. Et au final, j'avais dessiné plus d'une centaine de petites anecdotes comme ça sur une planche. Et c'était un petit peu resté dans un coin parce qu'en revenant, on avait eu d'autres préoccupations. Déjà, voilà, c'est ma main droite qui était fracturée, donc je ne pouvais plus dessiner. Et puis, on a eu un enfant, puis deux, puis trois. Et donc, c'était un peu resté dans un coin. Mais là, l'année dernière, vraiment, voilà, pris d'une grande motivation, avec aussi l'aide du DEFAP qui nous avait envoyé en mission, avec l'aide des éditions Scriptura. On a collecté tout ça pour faire une sorte de roman graphique et qui rassemblait toutes ces petites anecdotes. Donc pour moi, c'était voilà, peut-être un travail un petit peu de personnel au début, un peu intime. Je le faisais plus pour moi, pour mettre sur papier ce que je vivais, ce qui me surprenait. Et puis, en revenant, il y a eu cette envie de dire, mais en fait, c'est un témoignage, c'est quelque chose qui vaut le coup d'être raconté parce que c'est instructif. Ça défait aussi certains préjugés qu'on peut avoir sur l'Afrique et l'Afrique centrale, toute l'Afrique équatoriale. Ça remet aussi un petit peu les choses dans leur contexte. Voilà, c'est quoi la France-Afrique, une ancienne colonie, comment le français est perçu là-bas. Donc tout ça, c'était des choses qui sont pour nous importantes à raconter et dire, voilà, on est allé là-bas, on a vu, on veut vous raconter, quoi. Et donc ça, c'est comme ça qu'on a compilé une sorte de roman graphique qui essaye de mêler un petit peu tout ça. Je crois que tu as le livre là sous la main. Tu peux nous en montrer quelques pages là, qu'on voit un petit peu de quoi il s'agit, la couverture, quelques pages. Ouais, alors bah, c'est un dessin très simple parce que comme je disais, c'était plutôt la quantité qui était importante. Moi, je voulais raconter beaucoup de choses, donc il fallait choisir un dessin très simple qui aille à l'essentiel. Donc voilà, c'est des cases avec les personnages qui se baladent, qui découvrent. Et on est beaucoup sur les anecdotes interculturelles, c'est-à-dire qu'on ne va pas forcément raconter ce qu'on faisait là-bas concrètement au niveau professionnel, mais plutôt en se baladant dans la rue à Yaoundé, en allant boire une bière dans un bar le soir. Qu'est-ce qu'on raconte, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on vit. Et puis, alors voilà, les militaires très présents dans la rue. Et puis, on a ajouté quelques pages, un petit peu de carnet de bord, un peu en mode carnet de voyage. Mm. C'est pareil, avec des petits schémas, des petits textes, on raconte, on essaie de détailler la manière dont on a découvert la vie là-bas. Justement, là, comment est-ce que moi, je ne suis pas du tout dessinateur. Toi, tu l'es. Comment est-ce qu'on fait, en quelques mots, pour créer une BD? Il y a forcément des astuces, des choses que ça ne se fait pas comme on écrit un livre. Euh, moi, je suis pas. En fait, ce qui m'a rassuré, c'est de voir qu'il y a une nouvelle vague dans la bande dessinée, qui est un petit peu la vague du roman graphique, qui privilégie la quantité sur la qualité. Et alors, c'est pas le cas de tous les romans graphiques, mais pour certains, parfois avec un retour au noir et blanc, parfois avec un trait plus simple, il y a une acceptation de dire le dessin n'est que le support du récit. Et finalement, si on veut faire un long récit, on peut, il suffit de dessiner quelque chose de plus simple et plus rapide. Et moi, comme je suis très amateur en tant que dessinateur, ça m'a rassuré de dire je ne suis pas obligé de faire un Astérix et Obélix ou quelque chose voilà, bien dessiné, bien avec les bonnes couleurs, etc. Je peux faire quelque chose qui sera plus intime, plus personnel, avec un dessin plus simple.
Et d'ailleurs, ce qui m'a beaucoup encouragé, c'est de voir, alors avec toute l'expertise et le bagage qu'il a, mais la manière dont dessine Manu Larsenet. Si vous regardez la série Le Retour à la Terre, ben, voilà, ça m'a encouragé de voir, on a juste un personnage et un fond coloré, et en fait, ça sert quand même le récit parce qu'on découvre le personnage au fil des cases, etc. Et j'ai beaucoup aussi lu les livres de Guy Delisle, Chronique de Jérusalem, Chronique de Birmanie, où justement, lui aussi, il part en tant qu'expatrié dans un pays et il prend le temps de raconter sa vie quotidienne avec un dessin qui est pareil, assez simple, mais sur la longueur du récit, on découvre la culture locale. Et donc, ces deux exemples-là m'ont dit, mais en fait, c'est possible. Et il suffit pour moi d'accepter que le dessin va être bien imparfait, bien simple, mais voilà, comment dire, ça favorise quand même la quantité. Et donc, comme j'ai beaucoup de choses à raconter, ça finira par faire quelque chose d'intéressant au final. Je l'espère pour les lecteurs. Et donc, en matière de communication, la boucle est bouclée. Tu parles aussi bien aux amateurs de dessin, tu parles aux institutionnels, tu vas parler aux donateurs, tu vas parler aux représentants d'autres confessions, etc. Et tu représentes aujourd'hui le CNEF donc auprès des autorités. Oui, tout est lié, effectivement, mais je pense que c'est aussi par ces expériences de l'interculturalité, par ces expériences à l'étranger ou en ayant navigué dans d'autres organisations françaises que voilà, ça me donne aussi la facilité d'appréhender d'autres cultures, d'autres milieux. Et puis, je me souviens bien, mais pour travailler au CNEF, on m'a demandé est-ce que vous êtes capable de dire non, mais de manière diplomatique. J'ai dit bien sûr, parce qu'au Cameroun, il faut le faire tout le temps. On ne peut pas dire un non comme ça, c'est pas recevable de dire non. Mais on ne peut pas non plus dire oui à tout. Donc, c'est voilà, une manière diplomatique de communiquer, d'accepter, de faire des partenariats et beaucoup de relationnel. Moi, c'est vraiment ce que j'en retiens, c'est que le plus important, c'est la relation. Peu importe l'heure du début, l'heure de fin, peu importe le jour ou quoi que ce soit, on privilégie la relation avec la personne. Et ça, c'est quelque chose que j'ai ramené vraiment avec moi et que j'essaye de pratiquer sur le point personnel, mais aussi professionnel. Finalement, cette question de la relation, elle est biblique à la base. C'est ce que Dieu veut depuis le Jardin d'Éden avec Adam et Ève, c'est la relation, c'est ce qui n'a jamais lâché en fait l'essence même de Dieu et de sa relation avec l'être humain. Et c'est ce qu'aujourd'hui, ben, tu nous montres à quel point c'est important dans les rapports humains, dans la réussite des projets, tout passe déjà premièrement par la relation. Oui, tout à fait. Comme tu dis, dans le récit biblique, et puis aussi à l'image de Jésus, qui prenait le temps d'être avec les gens, de s'asseoir avec eux, de manger, etc. Et il avait un plan plus grand, plus voilà, au-delà, mais localement, à un instant T, à un endroit, il prenait le temps de la relation. Et je pense qu'on doit aussi s'inspirer de ça. Romain Chouanet, merci pour le temps qu'on a pris ensemble. Pour les personnes qui voudraient se procurer le livre, je vais mettre le lien dans la description de la vidéo. Merci, merci Romain, merci à vous tous d'avoir suivi cette interview et nous nous retrouvons demain pour une nouvelle pensée de Pascal. À bientôt. Merci Pascal, à bientôt.